Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. République centrafricaine en tête de cette édition, la société civile réclame la démission du Premier ministre Firmin Grebada et appelle à une journée ville morte ce mercredi 5 août à Bangui. À l'origine de cette montée d'adrénaline, un accord conclu la semaine dernière entre le gouvernement, les garants et facilitateurs de l'accord du 6 février et Ali Darassa, le chef de l'UPC, un groupe armé qui contrôle le centre et l'est de la Centrafrique. De sources concordantes, le communiqué final de la rencontre indique que le chef rebelle s'est engagé, entre autres, à ne pas s'opposer au déploiement de l'autorité de l'État, à retirer ses troupes de Bambouti et à soutenir le processus électoral en assurant la libre circulation de tous les acteurs de ce processus. Le mouvement a également accepté de créer les conditions de désarmement et s'abstenir de tout acte qui relève de la compétence régalienne de l'État. En contrepartie, le gouvernement a accepté de le rétablir à Bambari, ville qu'il a quittée sous pression de la mission des Nations Unies au Mali en 2018. Pour les leaders de la société civile, la démarche du Premier ministre constitue un acte de trahison. Pour eux, les garants de l'accord de Khartoum se moquent du peuple centrafricain. En réaction, plusieurs organisations pro-gouvernementales ont dénoncé des déclarations infondées et ont appelé le peuple centrafricain à balayer du revers de la main cet appel à la désobéissance civile. Alors que les voix s'élèvent au sein des partis politiques et mouvements de la société civile, l'Unité pour la paix en Centrafrique, dans un communiqué, s'est désengagée du procès verbal issu de la rencontre de son chef Ali Darassa avec le gouvernement, soulignant qu'il a paraphé le document sous pression du Premier ministre. Réaffirmant sa volonté de suivre le chemin tracé par l'accord du 6 février 2019, Ali Darassa a dénoncé ce genre de dialogue à sens unique qui risque selon lui de compromettre une nouvelle tenue de rencontre entre les groupes politico-militaires et le gouvernement. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a procédé lundi 3 août à un léger réajustement ministériel, quelques jours seulement après la nomination de son fidèle compagnon Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre en remplacement de Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Le chef de l'État ivoirien a maintenu l'équipe gouvernementale à l'exception de la confirmation de certains ministres délégués à la tête de leur département. Ainsi, Moussa Sanogo devient ministre du budget chargé du portefeuille de l'État et Emmanuel Esmel Hessi, ministre de la promotion de l'investissement privé. À 3 mois de la présidentielle fixée au 31 octobre prochain, l'essentiel des ministres conservent leur portefeuille. Ahmed Bakayoko, le nouveau chef du gouvernement, conserve le ministère de la Défense qu'il occupe depuis 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs partisans de Laurent Gbagbo contestent sa radiation sur les nouvelles listes électorales. Ils demandent des explications à la CEI, notamment sur les raisons qui ont conduit au retrait de l'ancien président de ces listes. C'est que la décision pourrait empêcher les chefs de l'État de voter à la présidentielle d'octobre prochain. À toutes ces interrogations, la CEI répond que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison dans son pays, dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. De ce fait, il perd le droit de vote. Domicilié à Bruxelles, le chef d'État cherche à revenir à Abidjan. Début juillet, il avait demandé un passeport diplomatique. Le dossier est resté lettre morte selon son avocate. Une demande de passeport ordinaire a donc été introduite. En Somalie, 2 personnes ont perdu la vie lundi dans un attentat suicide qui a secoué la capitale Mogadiscio. Selon les forces de sécurité, le kamikaze ciblait un restaurant très prisé des fonctionnaires gouvernementaux. Un garde de sécurité l'a empêché d'y accéder. Ce dernier s'est fait exploser à l'extérieur du bar. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. En octobre 2017, 512 personnes avaient perdu la vie et quelques 295 autres blessés dans l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. L'Éthiopie vient d'atteindre 19 000 cas confirmés de coronavirus avec 583 nouvelles contaminations enregistrées lundi 3 août. Le nombre de décès a lui aussi bondi pour dépasser le cap des 300.
Pour tenter de freiner cette flambée de contamination dans le pays, les autorités ont lancé une campagne de tests massifs d'1 mois. Leur mission est de détecter à temps les éventuelles personnes contaminées pour une prise en charge rapide après les violentes manifestations qui ont secoué la capitale Addis Abeba. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 112 millions d'habitants, compte sur 400 000 tests pour sonder sa population, soit légèrement moins que les 430 000 tests déjà employés par le pays depuis l'arrivée de la pandémie sur son sol. En Algérie, les autorités ont décidé lundi de rouvrir de façon progressive les mosquées, plages et les parcs qui étaient fermés depuis près de 5 mois à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est à l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité que le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné à son premier ministre Abdelaziz Djirad de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte assortie à plusieurs conditions. Dans une première phase, cet assouplissement sera limité uniquement aux grandes mosquées d'au moins 1000 places et en mesure de permettre la distanciation physique nécessaire et le port du masque obligatoire. L'Algérie a enregistré ces dernières semaines une recrudescence des contaminations. Près de 32 000 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le pays avec plus de 1200 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.